Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les deux classiques françaises du week-end, l'Ardèche classique, la Drôme classique, la Faune Ardèche classique même, et la Faune Drôme classique. C'est bien de citer le sponsor quand le sponsor est important pour ces épreuves, c'est toujours intéressant. Alors, on va revenir un petit peu sur les deux courses qui se sont déroulées ce week-end. On fera le top et flop. Pas de bilan des Bleus, vu que c'est majoritairement des coureurs français qui seront mis en avant ou des équipes françaises qui seront mis en avant. Et puis on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces deux courses qui sont toujours intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, pardon. Si j'ai pas parlé d'un coureur, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires aussi. Je fais des choix éditoriaux pour éviter que les vidéos durent 1h15, mais parfois voilà, je ne parle pas d'un coureur parce que j'y ai pas pensé, parce qu'il m'a pas marqué pendant la course, mais on peut y revenir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas surtout à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Aujourd'hui et mardi, ça va être un petit peu charbonné, et puis la semaine prochaine, il y aura Paris-Nice, notamment Tirreno aussi. Je sais pas encore comment je ferai Tirreno, parce que normalement j'ai toujours du mal à regarder les deux courses en même temps. Je vais essayer de regarder les deux courses en même temps. C'est pas sûr encore que j'y arrive. Et puis il y a la Formule 1 aussi qui reprend. Et toujours le tournoi destination du côté du rugby. Et puis il va y avoir certainement un épisode piste verte. Également au niveau du ski et du biathlon. On se concentrera, je pense, majoritairement sur le ski et le biathlon. Et puis on parlera un petit peu des championnats du monde sur les disciplines des acrobatiques. Et du côté du ski de fond. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0. TikTok, ça a repris, notamment ce week-end. Samedi, j'ai fait 2 TikTok sur les 2 courses que j'ai regardées. Donc on peut commencer tout de suite. Eh bien, Ardèche Drôme classique, épreuve toujours intéressante. Moi, j'ai toujours une préférence pour le samedi, parce que le Val d'Enfer, je trouve ça assez monstrueux. Après, le dimanche, c'est pas une course catastrophique, mais c'est vrai que je préfère, moi, l'Ardèche classique à la Drôme classique. Cette année, encore un peu plus, parce que c'est vrai que le dimanche, les conditions climatiques étaient extrêmement difficiles, ce qui fait que ça a bloqué quand même un petit peu la course à un moment, et que les conditions climatiques ont rendu parfois la course dangereuse, et on a bien senti que les coureurs qui étaient devant, c'était certes des coureurs qui étaient en bonne condition physique, ok d'accord, mais c'est surtout des coureurs qui savaient maîtriser leur vélo, et certains n'avaient pas forcément ces qualités-là, et se sont retrouvés un peu plus derrière, sans forcément être à l'arrache au niveau conditions physiques. Et la course était à la limite du dangereux parfois, vraiment. Surtout qu'on est sur des routes qui sont très étroites, sur la Drôme classique. Déjà, la largeur de la route à certains endroits, moi j'ai toujours un peu peur parce que je me dis, bon voilà, on a le mur d'Alex par exemple, on est vraiment à la limite. Moi je trouve que c'est trop étroit. Mais il y a d'autres passages comme ça qui sont assez étroits. Sur Étoile-sur-Rhône également, la montée finale, je la trouve toujours super étroite. Et en plus avec le vent, ça n'a pas aidé. Et ce qui fait que dimanche, on a eu un grand numéro d'un coureur, mais on n'a pas forcément eu un grand spectacle parce qu'on n'a pas eu d'opposition forte. Enfin, c'est même pas du grand spectacle en fait, mais il m'a manqué un peu d'opposition, parce qu'il y a eu un peu de spectacle, le coup de bordure, ce genre de choses, mais il m'a manqué peut-être à un certain moment une opposition un peu plus forte entre les coureurs, un peu plus de bagarre entre certains coureurs. Donc voilà, j'ai préféré le samedi au dimanche. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Et pourtant, j'ai préféré samedi au dimanche, alors que vous savez que j'ai regardé le Het Nieuwsblad en direct, ce qui fait que j'ai regardé l'Ardèche classique en différé. Je l'ai regardé le soir à 20h45, 21h, en fin de journée. Et j'ai pris un très bon plaisir, même à cette heure-là, à regarder cette épreuve. Alors parfois, quand on regarde le soir, c'est un peu plus compliqué, voilà, à partir d'une certaine heure, quand tu as en plus regardé enfin voilà, j'ai regardé d'autres choses pour la chaîne auparavant, parfois il y a une petite fatigue qui se crée. On regarde tout de suite les coureurs au top. Anthony Perez, sacré numéro quand même d'Anthony Perez dimanche, 38 km d'échappée. C'est très fort, surtout dans ces conditions-là. Déjà 38 km d'échappée, en temps normal, faut réussir à se les farcir. En solitaire,
mais là encore plus avec des conditions climatiques qui étaient vraiment très difficiles. C'est-à-dire vraiment, il y avait tout pour gêner la progression d'un coureur seul. Sauf que Pérez, en fait, il attaque à un moment où ça commence à se regarder. Il attaque en fait à un moment où il n'y a plus grand monde qui a encore de l'énergie. C'est-à-dire c'est un moment où tout le monde un peu se regarde, tout le monde est un peu à bloc, et en plus il profite du surnombre de la Cofidis. Ça l'a énormément aidé. Et en fait, très vite, il prend 40-45 secondes. Et bon, j'en avais parlé sur le Loot Ethniusblad avec Van Barle, mais quand vous prenez rapidement, quand vous arrivez rapidement à 40-45 secondes, ça commence à être un petit cap, un petit écart. Surtout quand derrière, vous n'avez pas un peloton groupé, parce que derrière, en fait, c'était un groupe de poursuivants. Il y avait une vingtaine de coureurs derrière Anthony Pérez. Et ça, c'est un réel avantage dans ce genre de situation. Et puis, on connaît les qualités d'Anthony Pérez. On sait que c'est un coureur qui est capable de faire des longs raids comme ça pendant de nombreux kilomètres, qui est un très bon baroudeur, Anthony Pérez. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est parti, derrière, ça s'est un peu regardé. Et puis après, c'était fini. Quand il y a eu 1 minute 10, 1 minute 15, c'était fini. Parce qu'on savait très bien que derrière, ça allait se regarder. Surtout qu'il y avait des coureurs qui avaient été performants la veille, comme Gaudu à la Philippe, que vous aviez toujours Rui Costa. On sait que Rui Costa, sur les arrivées rapides, c'est quand même très, très compliqué. Il y avait Skiel Moseux aussi. Donc c'était un peu difficile derrière pour s'organiser. Les Cofidis sont bien contrôlés pendant, je dirais, 10-15 km. Après, c'est vrai qu'ils se sont fait un petit peu bouffer. Les Cofidis, ils avaient du mal Enfin, ils n'avaient plus vraiment les jambes pour contrôler. Mais Pérez avait suffisamment d'avance à ce moment-là. Et vraiment une très belle performance d'Anthony Pérez sur cette course. Et celle-là, je pense, c'est la plus belle victoire de sa carrière. Lui qui a déjà gagné notamment sur le Tour du Luxembourg. Mais c'est vraiment un profil de parcours qui lui convient très bien. La Drôme classique, parce que c'est pas un mauvais puncher, mais il y a meilleur que lui. Voilà, c'est pas Benoît Cosnefra non plus, Anthony Pérez, mais sur ce type de parcours-là, avec des côtes qui sont quand même assez courtes, des profils à 7-8%, il s'en sort toujours très bien, Pérez, et puis il adore les efforts solitaires. Il est pas mauvais sur le chrono également, Anthony Pérez. Donc c'est vraiment le type de performance où il est performant, et en plus la Cofidis a très bien joué, a très bien cadenassé la course pendant 10 km derrière. Et ensuite, c'était fini parce que tout le monde se regardait, vu que tout le monde était en fait à bloc. Et je pense qu'il a réussi à sortir parce que lui, il était un peu plus frais que les autres. Et c'est ce qui a fait la différence. Je continue avec Julien Alaphilippe. Lui, c'est le vainqueur de samedi, Julien Alaphilippe. Elle fait du bien, cette victoire, à Julien, parce que ça faisait depuis quelque temps qu'il n'avait pas gagné, Julien Alaphilippe. Que ça soit... Enfin voilà, avec le maillot de champion du monde, l'année dernière, elle avait connu une année catastrophique, et c'est vrai que depuis son 2e titre de champion du monde, il n'avait pas eu forcément de grands résultats. C'est une victoire qui lui fait du bien, parce qu'il était un peu mis sous pression par Patrick Lefebvre quand même. Alors vous allez me dire, c'est que l'Ardèche classique, c'est pas Liège-Bastogne-Liège non plus. Oui, mais il faut parfois des plus petites victoires pour se redonner de la confiance. Et je pense que c'est ce qui a fait beaucoup de bien à Julien Alaphilippe. Van Wilder a encore été bon. Il était déjà pas mauvais sur le Tour de l'Algarve. Il a fait un sacré boulot pour Julien Alaphilippe, pour que Julien Alaphilippe puisse partir avec David Gaudu le samedi. Et même le dimanche, il est pas mal. Badjoli aussi était bon dimanche, notamment. Et Julien Alaphilippe, il a montré ce qu'il savait faire. Et je pense que le dimanche, il avait envie de faire des efforts. Alors, il explose dans le final, mais il a fait quand même beaucoup d'efforts dans la journée. Il s'est vraiment sacrifié pour Andrea Badjoli. Et je crois qu'il y avait vraiment l'idée pour Julien Alaphilippe de faire 2 journées où on roule beaucoup. De 2 journées de gros cyclisme pour faire la différence. Et pour se redonner de la confiance et montrer et prouver à ses adversaires qu'il était en forme, qu'il était performant et qu'il faudrait compter sur lui. Il va y avoir l'Estradé, ça sera un autre objectif. Je ne sais plus s'il va faire Paris-Nice ou pas, Julien Alaphilippe, mais on sait très bien que le mois de mars et le mois d'avril vont être très importants pour Julien, et donc de se relancer avec une victoire sur l'Ardèche classique, une victoire en plus avec la manière, en partant avec David Gaudu, 25 km en duo, en résistant aux accélérations de David Gaudu, c'est fort.
de la part de Julien Alaphilippe, donc ça va vraiment lui donner beaucoup de confiance. Et puis le dimanche aussi, pas mal d'efforts pour Julien, donc belle perf. On continue avec David Gaudu, toujours aussi mauvais au sprint, hein, David Gaudu. Bon, ça on sait depuis quelques temps, hein, David Gaudu. C'est fou hein, de se moquer d'Arnaud Démare et de pas être très bon au sprint. Ça c'est le petit pic pour Gaudu. Il en rate pas une, Gaudu. Hein. Il fait tout pour se faire détester par les Français, j'ai l'impression, David Gaudu. Il manquerait plus qu'ils disent Thibaut Pinot, c'est un branquignol, et puis voilà, pour se faire haïr par tout le monde. Gaudu, fallait quand même se montrer. C'est-à-dire que si Gaudu finit 15e des deux courses, on se dit on commence à avoir des doutes sur David Gaudu. Et là, il s'en est plutôt bien sorti, performant. Voilà, il suit Julien Alaphilippe, il suit à la pédale Julien Alaphilippe, il n'a jamais réussi à le décrocher. Bon dimanche également, où il est dans le groupe avec Rui Costa. Encore une fois, le problème c'est que dans les deux fois, il est dans un groupe au sprint et un petit comité et qu'il n'arrive pas à faire la différence. Et c'est fou parce que Gaudu, il a parfois été performant dans des arrivées en boss puncher et au sprint, par contre, il est pas bon. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. On se souvient notamment sur le Dauphiné l'année dernière où où il arrive à s'imposer sur une arrivée qui était difficile. Alors je crois par contre c'était vent de face. Je crois me rappeler quand il s'impose Gaudu. Mais c'est fou parce que au Grand Prix de Montréal, pareil, il se fait laminer par tout le monde. Aux Jeux Olympiques, il se fait laminer par tout le monde. Enfin, c'est bizarre quand même, hein, ce manque de vitesse, alors que c'est quand même un coureur qui a des qualités de puncher aussi. Hein. C'est pas simplement un grimpeur, c'est pas Benoît Cosnefroy encore une fois non plus, mais ça reste un bon puncher aussi. Gaudu, il a fait des résultats sur les classiques ardennaises, donc très bizarre que parfois au niveau du sprint, ils s'en sortent pas du tout. Et puis je termine avec Skiel Moseux. Alors j'ai pas parlé non plus du côté de Gaudu. Romain Grégoire, très bon 5e sur l'Ardèche classique, j'avais mis parmi les coureurs à suivre, il ne m'a pas déçu. Et Lenny Martinez qui a encore fait top 20. Et Skiel Moseux du côté de la Trek, c'est là où je me pose encore des questions avec Skiel Moseux. On en avait déjà parlé, je sais plus sur quelle course, la semaine dernière, je crois. Donc ça devait être le tour des Alpes-Maritimes. Où j'ai dit Skiel Moseux, je me demande encore si c'est vraiment un profil qui peut être performant sur les courses d'une semaine ou s'il n'a pas plus intérêt à aller sur les courses d'un jour, Skiel Moseux. Parce que quand tu vois ses capacités au sprint, lui, contrairement à Gaudu, quand tu vois ce qu'il arrive à faire encore une fois sur la Drôme classique et même sur la classique de l'Ardèche, puisque lui il a été performant sur les deux, tu te dis Skiel Moseux, est-ce qu'il n'a pas plus un profil de classiqueur? Est-ce qu'il n'a pas plus un profil de coureur d'Ardennaise que de coureur de course d'une semaine? Parce que sur le Tour de Luxembourg, on est quand même sur un profil qui est très typé ardennaise. Là où il s'est imposé, là où je trouve que Skiel Moseux a été le plus performant, des fois où je l'ai vu, c'est plutôt sur des profils ardennaises que sur des profils vraiment de haute montagne. Or, si tu veux être performant sur les courses d'une semaine, par exemple le Tour du Pays Basque, il faut savoir bien grimper. Sur le Tour de Suisse, par exemple, aussi. Est-ce qu'il a les capacités en haute montagne à être performant? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il est très performant sur les classiques d'un jour. Alors après, c'est un jeune coureur, Skiel Moseux, hein, donc en montagne, il s'est peut-être déjà très bien exprimé. Je ne vais pas souvenir, puis je ne vais pas re-regarder dans les statistiques de Pro Cycling Stats. Mais je me pose quand même la question avec Skiel Moseux, est-ce qu'il ne serait pas plus performant sur les courses d'un jour? On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Victor Koretsky. Victor Koretsky, ça fait 1 an qu'il fait du cyclisme sur route. On lui a pas dit qu'on fait jamais demi-tour dans un peloton? Il n'y a rien de plus dangereux, je crois, de faire demi-tour. Et normalement, c'est interdit. Hein. Enfin, moi, j'avais souvenir que normalement, on n'a pas le droit de repartir en arrière. C'est-à-dire, sur une course cycliste, on n'a le droit d'aller que dans le sens de la marche, on va dire, du sens de la course, qu'on n'a pas le droit de faire un rebrousse-chemin, comme on dirait dans Kaamelott. Pour moi, on n'avait pas le droit de le faire, c'est-à-dire que ça coûtait des pénalités. Alors, je ne sais pas s'il a eu une pénalité, je n'ai pas regardé du côté du CI, mais de toute manière, ça ne se fait pas.
Et le lendemain, il décide d'attaquer en plein vent de face. Enfin, là aussi, super intelligence de la part de Koretsky. Surtout que c'était le seul Bora, donc il a grillé toutes les cartes de son équipe, vu que Guita a été absent des 2 courses, ce qui est assez surprenant, mais peut-être que le retour en Europe a été plus compliqué que prévu pour Sergio Guita, mais Koretsky, ça reste une énigme pour moi. Hein. Parce que déjà, bon, je vous en ai parlé, c'est que j'en avais parlé l'année dernière, je crois plus de Koretsky que de cette année, mais je ne sais toujours pas quel est son profil de coureur. Parce que en VTT, au sprint, il se faisait poutrer par Pidcock, et pour moi, c'était pas le meilleur grimpeur non plus en VTT. Et en plus, moi j'ai toujours dit que le VTT et la route, il y a quand même des grosses différences et que c'est pas toujours facile de passer de l'un à l'autre. Mais du côté de Victor Koretsky, j'ai l'impression que le cyclisme sur route, il prend ça un petit peu par-dessus la jambe, quoi. Sauf quand tu vois la manière dont ça s'est passé avec BNB. Alors certes, on peut dire que c'était BNB, mais là, le mec fait demi-tour, quoi, devant le peloton, devant la caméra de télé. Derrière, il attaque en plein vent à 70 bornes de l'arrivée en solitaire. Ok. Enfin, il y a encore beaucoup de lacunes, quoi, chez Victor Koretsky. Il a peut-être des qualités, hein, Koretsky, mais il va falloir quand même corriger les lacunes, parce que sinon il ne pourra pas progresser. Il a de la chance, lui, c'est d'avoir réussi à récupérer une équipe World Tour. Ça n'a pas été le cas de tous ses coéquipiers. Je suis même assez surpris qu'un Koretsky ait réussi à trouver une équipe, alors que, par exemple, un Alexis Goujard n'a pas réussi, lui, chez les professionnels. Mais malgré tout, il va falloir montrer des choses, quoi, hein, parce qu'on ne va pas attendre éternellement. Alors certes, du côté de Bora et du côté de Specialized, parce que je crois que Specialized est aussi derrière son recrutement, il y a l'idée de promouvoir, on va dire, les VTT de la marque. Certes, mais bon, on l'attend aussi sur la route. Bon, deuxième flop, c'est Nice Métropole. Je vous avais dit, normalement, Nice Métropole devait participer à cette course. Lors de la présentation des équipes, je vous en ai parlé. En fait, on s'est aperçu vendredi soir qu'ils n'avaient pas payé. Ils n'ont pas payé en temps et en heure leur participation aux épreuves Pro Series. Pour que les équipes continentales puissent participer aux épreuves Pro Series, on leur demande un cachet, une somme supplémentaire. Ce qui permet d'éviter à certaines équipes qui n'ont pas les reins assez solides de participer à ces épreuves-là. On veut le top du top au niveau des équipes continentales sur les Pro Series. Eh bien, Nice Métropole n'a pas payé assez vite. Et ça fait quand même vraiment cyclisme amateur. Donc, ce qui fait que Nice Métropole n'a pas pu participer à ces 2 épreuves, vu que l'UCI les a punis. Ils ne peuvent pas faire le début de calendrier Pro Series. C'est con, c'est parce que des Pro Series, il n'y en a pas 150 auxquels ils pourront participer dans l'année. Et que l'Ardèche et la Drôme Classique étaient des courses importantes. Et j'ai toujours pas compris totalement l'intérêt de cette équipe au niveau du cyclisme professionnel, mais j'en avais déjà parlé lors de ma présentation. Et surtout du côté de Métropole, j'ai un peu des inquiétudes sur leurs finances en fait ce soir, parce que je me dis est-ce qu'ils ont les moyens en fait de tenir la saison? S'ils mettent autant de temps à payer, c'est peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Et quand on sait que GoSport, on ne sait pas s'ils vont aller au-delà de mars, vu la situation du partenaire BNB Hotel qui s'est écroulé, ça serait quand même terrible pour le cyclisme français qu'une autre équipe prenne l'eau dans 1 an ou 2 ans. C'est con parce que l'année dernière on avait dit c'est fantastique, il y a 3 équipes qui se créent, si c'est pour qu'il y en ait qu'on soit en fait au même chiffre qu'il y a 2 ans, c'est un petit peu triste. Mais Nice Métropole, où ça fait quand même cyclisme amateur. Et puis moi je pense aux coureurs, parce que les coureurs se sont préparés pour cette épreuve pour apprendre 2 jours avant que en fait non, ils pourront pas participer parce que l'équipe a pas fait le nécessaire au niveau administratif. Ça a tendance un petit peu à énerver, voilà, tout simplement. Et puis l'organisateur de la course, il doit être content aussi de savoir ça, et puis de savoir ça au dernier moment. Surtout que l'organisation quand même de l'Ardèche et de la Drôme Classique est assez professionnelle, et c'est vraiment des courses qui progressent d'année en année. C'est vraiment des courses qui ont pris de l'ampleur au niveau du calendrier. Puis je termine avec Clément Champoussin, très loin sur les 2 courses, hein. Il est au-delà de la 100e place à chaque fois, il est à plus de quasiment au quart d'heure à chaque fois, Clément Champoussin.
c'est dur depuis le début de saison, hein, Clément Champoussin. Je pense qu'il a jamais dû finir à moins de 5 minutes. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Clément Champoussin, il est 68e de la Drôme classique. Sur l'Ardèche, il est 103e. 26e du général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Abandon sur Rennes-Paraiso intérieur. 15e du Tour de Murcie. 60e du Grand Prix de la Marseillaise. 25e du Tour de la Communauté de Valence. C'est pas top, c'est pas top. C'est un cours qu'on attend en plus sur la première partie de saison, qu'on attend notamment sur l'Amstel, Colruyff, du côté d'Arkea. Il va falloir quand même se montrer au bout d'un moment, hein. L'Amstel, c'est dans 2 mois, oui, 2 mois maintenant. Moins de 2 mois, 1 mois et demi, même du côté de l'Amstel. Ça serait bien de se montrer pour Champoussin. Et puis, comme déjà l'année d'avant n'a pas été top, on l'attendait au tournant quand même. Et pour le moment, il passe à côté. Donc c'est un petit peu inquiétant. Et puis du côté d'Arkea, on va commencer à flipper parce qu'il a un contrat de 3 ans. Et les contrats longue durée, quand ça marche pas, c'est quand même pas top pour les équipes parce qu'on paye le salaire d'un mec qui n'est pas performant. Donc j'espère que vraiment la situation va s'améliorer pour Clément Champoussin. Mais pour le moment, je suis assez inquiet du côté du coureur français parce qu'il n'y a pas de résultat majeur. Et ça fait depuis 2 ans qu'il n'y a pas de résultat majeur. Donc ça va commencer un petit peu à gueuler. Surtout que c'est quand même un coureur qui a fait 2e de l'Ardèche classique en 2021 dans ses résultats, dans ses grands résultats de sa carrière. 4e du Trofeo Lego Eglia. Donc en plus en 2021, il a vraiment été très très bon sur cette période de l'année. L'année dernière, il avait fait 6e de l'Ardèche classique. Donc c'est toujours une période où il est performant. Mais cette année, il passe à côté. Donc c'est un petit peu inquiétant pour Clément Champoussin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du côté du cyclisme, on fera Kurn-Bruxelles-Kurn. On fera peut-être un débrief également de l'interview de Jérôme Pinault sur RMC. Je pense qu'il y aura des choses à dire encore sur Jérôme Pinault. Je n'ai pas encore écouté l'interview chez Marion Bartoli, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à retirer de cette interview. Il y a les tests F1, on va faire une présentation également du Grand Prix de Bahreïn. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!